Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, aussi nombreux. Donc, aujourd'hui, nous avons discuté des sujets des devises et notamment à la conquête de l'Amérique. Je vois une population très jeune. Merci. Aujourd'hui, que vous soyez parmi le public déjà un exportateur, primo-exportateur ou un exportateur depuis longue date, sûrement vous vous posez cette question de savoir comment la devise peut être votre atout à l'international. Et dans ce monde de concurrence internationale, de vous dire est-ce que je dois voir la devise comme une menace ou comme un atout. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de voir avec nos deux invités. Comment protéger vos contrats et surtout comment les rendre d'autant plus concurrentiels dans ce monde à la conquête de l'Amérique. Donc nous avons Monsieur Guisnet et Madame Bruno. Madame Bruno, je vous laisse. Bonjour, donc Magdalena Bruno, je suis directrice financière de l'entreprise Liftvrac, une PME située près de Nantes qui emploie à l'heure actuelle 20 salariés. Aujourd'hui, si j'interviens dans le cadre de cet atelier, c'est que les États-Unis représentent 50% de notre chiffre d'affaires et que nous, de ce fait, on remet des offres en USD. Et c'est mon parcours que je viens partager avec vous. Le contexte de notre entreprise, c'est qu'on vend des produits uniques et brevetés qui ont une forte valeur ajoutée. C'est un convoyeur qui permet d'éliminer la perte matière des industriels au sein des industries de l'agroalimentaire. Ce convoyeur est une innovation assez récente. Et de ce fait, nous avons, grâce notamment aux devises, levé certains freins que je vous expliquerai un peu plus tard. La particularité, c'est que chez nous, un devis peut vivre entre 3 mois à 9 mois jusqu'au passage de commande. Donc il a fallu lever le frein de la devise et de la volatilité de la devise durant ce temps de cette affaire jusqu'au passage de la commande et bien sûr après pour les paiements. Mais je vais vous en parler juste après. Et du coup, pour me présenter, moi je suis opérateur de marché FX à BPI France. Donc c'est moi qui vais gérer la tarification des contrats qu'on va vendre, leur modélisation du risque et ensuite leur couverture sur les marchés financiers. Donc à chaque contrat d'assurance, c'est moi qui vais aller couvrir le risque sur les marchés. Merci. Donc Valentin, une première question. On parle de devises. Qui dit devise dit forcément des fluctuations. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs économiques que nous devons suivre, que les exportateurs en face peuvent suivre pour voir comment une devise potentiellement pourrait varier, même si on n'a jamais une boule de cristal, mais en tout cas suivre quels éléments vont nous permettre de suivre la volatilité d'une devise? Effectivement, c'est une bonne question. Alors je dirais que le facteur principal qui va jouer sur les fluctuations des devises, ça va être tout ce qui va être politique monétaire et décision de banque centrale. Donc par exemple pour l'euro USD, on va surtout surveiller la Fed et la BCE. Effectivement, plus les banques centrales vont prendre la décision de faire des hausses de taux, plus ça va rendre la devise attractive car les rendements sont plus élevés. Inversement, si les taux baissent, les rendements seront moins attractifs et du coup la devise va avoir tendance à baisser. Donc ça c'est le facteur numéro 1 à surveiller. Et ensuite, on va pouvoir surveiller tout ce qui va être chiffre économique qui va permettre d'influencer les décisions de banque centrale. On peut déjà souligner l'inflation qui est le facteur principal. Donc, effectivement, plus l'inflation est élevée, plus les banques centrales vont avoir tendance à aussi augmenter leurs taux, ce qui va avoir tendance à renforcer la devise. Et inversement, on va pouvoir aussi suivre les chiffres de l'emploi, donc qui vont permettre de regarder la vigueur de l'économie. On va aussi avoir tout ce qui va être la croissance, donc avec le PIB, pour voir si l'économie s'accélère ou ralentit. On va aussi surveiller les balances commerciales, donc pour voir comment se portent les exportations et les importations du pays. Certains pays peuvent être très liés et très dépendants de leur exportation, donc notamment le Japon, l'Australie, etc. Et on a aussi certaines devises qui vont être très corrélées aux matières premières. Effectivement, si la matière première s'apprécie, la devise va avoir tendance à suivre. Donc, je peux vous citer le CAD qui est très lié au pétrole, au gaz naturel,
tout comme la couronne norvégienne, qui est un des plus gros exportateurs énergétiques de l'Europe. On va aussi avoir l'Australie, donc avec le dollar australien qui est très corrélé avec les minerais, donc avec le cuivre, l'or, avec le charbon aussi. On va aussi avoir le dollar néo-zélandais qui, lui, est un très gros exportateur agricole, donc notamment avec tout ce qui est produits laitiers et viande. En termes d'autres facteurs qui peuvent beaucoup influencer les devises, on va avoir les crises géopolitiques. Donc en ce moment, on parle pas mal du conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Israël et la Palestine. Et ces crises-là peuvent affecter les devises. Et on va avoir tendance, dans ces périodes un peu de crise géopolitique, à chercher des devises qu'on appelle refuges, donc comme le franc suisse, le yen. Et du coup, ces devises-là vont avoir tendance à s'apprécier dès lors qu'il y a un conflit ou qu'il y a une crise économique. Et en dernier facteur, on peut citer de temps en temps les gros flux qui peuvent impacter le marché, que ce soit de grosses entreprises ou de gros acteurs qui, en période de faible liquidité, peuvent passer des ordres qui peuvent faire fluctuer dans une moindre mesure. Beaucoup moins que tout ce qui va être de données économiques. Voilà. Merci pour ces informations très précieuses. On parle de la conquête de l'Amérique, donc ce qui nous amène à parler donc de dollar américain. Depuis le début de l'année, on sait que cette devise a beaucoup varié. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont justement les facteurs qui ont fait que cette devise se trouve au niveau d'aujourd'hui ? Alors effectivement, on a une grosse volatilité sur le dollar. Donc en fait, il s'est passé quand même pas mal d'événements. On a d'abord eu l'élection de Trump, donc en novembre dernier. On a un peu vu le même scénario qu'en 2017, où le dollar s'était largement apprécié au moment donné de l'élection de Trump, avant de faire leur chemin inverse et de se déprécier au moment de son investiture en janvier. Et on a un peu vu le même scénario. Donc c'est-à-dire qu'on a un dollar qui, au moment de l'investiture, était à 1,02 et qui maintenant est à 1,18. Donc on a vu quand même une énorme volatilité. Donc ça s'explique notamment par toutes les décisions politiques de Trump, et notamment la guerre des tarifs qu'il a annoncée lors du Liberation Day le début avril. Donc il a annoncé effectivement des droits de douane pour la plupart des pays qui sont du coup plus ou moins touchés en fonction de leur exportation vers les États-Unis. Mais ça a quand même beaucoup pesé sur le dollar. Ça a du coup causé un ralentissement de la croissance économique. Donc effectivement, en 2024, on avait une croissance qui était à peu près de 2,8%, alors qu'en 2025, on a eu un bon ralentissement et maintenant, on a à peu près une croissance qui est estimée à 1,6%. Et du coup, c'est devenu une vraie guerre commerciale où pour l'instant, le dollar est le grand perdant. Il y a quand même quelques terrains d'entente qui ont été trouvés, notamment en Europe, donc avec l'UE ou avec la Grande-Bretagne. Mais toujours pas de terrain d'entente avec la Chine, ce qui continue quand même de peser pas mal sur la devise. L'autre gros facteur de cette dépréciation, c'est aussi une volonté de dédollarisation. Donc c'est-à-dire que l'USD, c'est quand même la devise de référence. La plupart des acteurs et des banques centrales ont beaucoup de réserves de cash en USD. Ils ont aussi beaucoup de bons de trésor américains. Ce qui fait qu'ils ont quand même une assez grosse exposition sur le dollar. Et depuis le début de l'année, et notamment à cause de Trump, il y a vraiment une volonté de réduire cette exposition-là. Donc que ce soit par moins d'investissement sur les bons de trésor américains, par du changement de cash sur d'autres devises, donc que ce soit sur l'euro, sur le CHF, sur le JPY, ou bien carrément une autre diversification avec l'or qui a été un des assets les plus performants depuis le début de l'année. Et du coup, effectivement, un des grands gagnants, c'est vraiment l'euro, qui a une performance assez énorme depuis le début de l'année. On est à peu près sur plus 8% year to date. Voilà. Et peut-être pour la fin, dans le sens où on a vu tous les facteurs qui peuvent rendre les devises volatiles. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez une idée de comment le dollar va se comporter d'ici la fin de l'année, voire 2026 ? Nous n'avons pas de boule de cristal, mais sur on va dire sur des données plutôt factuelles, où est-ce qu'on pourrait se retrouver d'ici quelques mois ? Alors effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais on a quand même des petites intuitions. Alors effectivement, la Fed elle a recommencé son cycle de baisse. Elle a annoncé une baisse la semaine dernière de 25 BP. Et la plupart des consensus visent aussi du coup 2 baisses lors des 2 prochains meetings, ce qui va avoir tendance à affaiblir un peu le dollar. Donc nous, on estime que vu que c'est déjà un peu pricé par les marchés, on devrait avoir un cours qui devrait atterrir vers entre 1,18 et 1,20. Mais qui ne devrait pas dépasser les 1,20 normalement d'ici la fin de l'année, à moins grosse surprise.
Il faudra quand même surveiller l'inflation qui est quand même reste assez haute, donc à voir si vraiment on a une baisse de l'inflation d'ici la fin de l'année. Et du coup, d'ici 2026, donc on estime qu'il y aura encore à peu près 2 ou 3 baisses du côté de la Fed et aucune en Europe. Donc on vise une continuation de cette dépréciation et de cette faiblesse du dollar pour arriver à des niveaux à peu près d'1,22. Des niveaux assez stables, pas beaucoup plus. Il y a quand même pas mal de facteurs négatifs qui sont déjà pricés dans ce cours euro-dollar. Mais on estime qu'un 22, c'est une bonne cible pour 2026. Merci. Merci pour tous ces éléments plutôt techniques, mais qui nous donnent des clés de lecture de ce qui pourrait se passer sur les devises à venir. Monsieur Guisnet, merci pour cette intervention. Madame Bruno, donc, vous disiez au début, donc, vous avez réussi en tout cas de transformer ce risque de change en atout peut-être commercial. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement le fait de proposer des offres à vos clients en devises vous en permet à vous développer à l'international? Alors en effet, ça a été un vrai plus. C'est-à-dire que lorsque vous proposez à un client un devis en USD, vous êtes au même niveau qu'un concurrent. C'est-à-dire que votre client va savoir lire votre devis et le comparer au concurrent potentiellement local. Donc vous enlevez un frein qui est psychologique. Moi, je veux travailler qu'en USD parce que c'est ma monnaie et je n'ai pas envie de gérer le taux de change et les fluctuations. Vous levez ce frein et vous apportez en fait de la sérénité à vos clients. Donc c'est ça, à la fin du compte, c'est du temps gagné. Et lorsque vous arrivez à la négociation ne va pas se faire sur un prix qu'il faut recalculer au cours USD du jour de passage de commande, etc. Non, la négociation va se faire sur un volume d'achat, sur de la publicité, enfin ce genre de choses. Et ça facilite la vie des clients, de vos commerciaux. Et c'est chez nous, en tout cas, c'est le parti qui a été pris, que ce soit un sujet financier. Donc c'est la finance qui doit gérer la marge de l'affaire avec le risque de change. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous rencontrez, par exemple le fait de proposer des offres en devises? Vous avez dit que ça vous a plutôt facilité la négociation, mais en tant qu'exportateur, est-ce qu'il y a eu des défis plutôt techniques, plutôt financiers dans le fait de proposer des offres en devises? Alors oui, il y a eu des petits défis. En fait, après, ça va dépendre de votre business et comment il est fait, et votre volume et votre flux, votre activité. Chez nous, le challenge principal, c'est de pouvoir savoir combien la zone des États-Unis va représenter en chiffre d'affaires sur l'année prochaine et à quel taux je vais devoir me couvrir. Mais avant d'en arriver à ce genre de sujet, donc c'est d'avoir une bonne statistique, etc., d'être proche de vos commerciaux, il va falloir aussi vous assurer que votre ERP sait gérer une devise, de l'émission du devis jusqu'à la facturation et au paiement. Normalement, tous les ERP savent le faire, mais j'ai des relations qui ont eu quelques problèmes. Donc, il faut vraiment, avant de faire sa première offre, s'assurer de ce point-là. Et il faut ouvrir un compte USD aussi, du coup. Très bien. Donc, vous avez mentionné le fait de proposer des offres en devises, ça veut forcément dire aussi prendre une part de risque. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager comme expérience dans cette prise de risque et comment vous avez su la gérer? Alors, c'est vrai que je vais parler avec le recul d'aujourd'hui. Nous, la part de risque, donc c'est vraiment Liftevrac qui la prend à sa charge et pas le client, pour vraiment faciliter la vie du client et de nos commerciaux. Et pour ce faire, il a fallu décrypter nos activités. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour exemple, le service après-vente qui va faire des ventes récurrentes sur une année. Et pour ce sujet de service après-vente, je vais prendre une enveloppe annuelle auprès de mes partenaires financiers et ils vont me donner un cours. Et au fur et à mesure de la réception des paiements, je vais venir déduire de cette enveloppe. Par contre, pour le commerce, comme je vous disais, nous, les délais d'activité, c'est entre 3 et 9 mois avant le passage de commande.
Puis, j'ai encore 3 mois de production avant de la livrer sur place et 30 jours après l'installation. Donc, c'est vraiment des affaires à durée longue. Donc, pour ce faire, j'ai 2 possibilités. Je vais d'abord scanner les projections faites par nos commerciaux, c'est-à-dire est-ce que les projets qui doivent passer en commande, qui sont dans le pipe, ce sont des projets qui sont assez matures? Est-ce que ce sont des clients ou des prospects? Est-ce qu'on connaît au niveau administratif comment fonctionne ce client? Et en fonction des réponses que va m'apporter cette petite analyse, je vais solliciter soit mes partenaires financiers pour une enveloppe, soit au contraire, je vais considérer que c'est un risque pour ce dossier et je vais plutôt solliciter la BPI avec l'assurance change négociation parce que je suis en amont de la négociation et je ne suis pas certaine d'obtenir la commande. Donc pour un coût qui est moindre, je vais vraiment solliciter cette assurance parce que c'est le seul moyen financier que j'ai trouvé qui n'a pas d'engagement. Le seul engagement que j'ai, c'est lorsque je reçois la commande, en effet, on est lié à la BPI et au cours qui a été acté. Avec vos banques, lorsque vous allez les solliciter, vous allez vous engager sur un montant à venir d'USD et dans 3 mois, vous devez convertir ces USD. Et donc là, l'engagement n'est pas le même si vous avez des grandes affaires avec des gros montants. Voilà, je vais vraiment me tourner vers des partenaires comme la BPI. Merci. De rien. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions avant qu'on poursuive? N'hésitez pas, profitez parce que nous avons à la fois une expérience réelle de comment ça s'est passé ou encore des questions sur les devises avec notre expert de salle de marché de BPI France. Pas de questions à ce stade. Madame Bruno, si vous deviez convaincre un dirigeant qui hésite encore à proposer des offres en devises, vous lui diriez quoi? Mettre en place des offres en devises, c'est offrir de la sérénité à vos clients et à vos commerciaux et au final à toute l'équipe. Vous savez où vous allez avec l'offre qui est faite et vraiment pour le coup, chez nous, ça a été un accélérateur. Aujourd'hui, plus aucune offre part en euros vers les États-Unis. On parle le même langage que votre client ou votre prospect. Donc c'est vraiment un frein qui est levé. Et j'ai une anecdote qui est arrivée en début d'année lors d'un salon aux États-Unis. On a un visiteur qui découvre notre machine sur le stand et qui du coup s'arrête pour parler de la machine et se rend compte qu'il a une problématique auquel notre produit saura complètement répondre. Les commerciaux discutent du projet, du besoin et à un moment dans la conversation, il se rend compte qu'on est français. Et tout de suite, il dit « Je suis désolé les gars, mais on va s'arrêter là. Moi, je ne peux pas travailler en euros. J'ai déjà eu le cas l'année dernière avec un fournisseur européen. Ça a été un enfer au niveau comptable, financier. J'ai dû me battre avec ma direction parce qu'ils ne comprenaient pas les cours. Donc, non, je ne recommence pas. » Donc là, tout de suite, moi, mes commerciaux, ils ont dit « Ah non, mais nous, il n'y a même pas de sujet. On vend en USD. Vous, votre métier, c'est de produire. Nous, notre métier, c'est de vous vendre le produit qui correspond à votre besoin. Les sujets financiers, c'est nous qui gérons. » Donc vraiment, là, pour le coup, on a été mis en application le fait d'avoir mis de la devise couramment dans toutes nos offres était un frein qui était levé dans la discussion. Ils ont pu enchaîner sur le besoin du client qui, a priori, passera commande l'année prochaine. Très belle expérience. Oui. En tout cas, merci pour vos interventions. J'espère qu'avec ces éléments que vous avez eus, ça vous permettrait de mieux comprendre les dynamiques sur les marchés financiers et comment les devises peuvent varier avec les différents facteurs économiques à suivre. Et surtout, j'ai envie de dire, faites comme Liftwrack, proposez des offres en devises, en dollars, allez à la conquête de l'Amérique et en tout cas, faites en sorte que la devise ne soit pas un frein, mais plutôt un atout dans votre développement commercial. Merci à vous. Merci. Merci.